rebonjour à tous. Mon Dieu, quelle chance vous avez. 3 vidéos de Madame Warwick. On n'en a jamais assez. Non, mais plus sérieusement, rassurez-vous, c'est la dernière vidéo où vous m'entendrez jacasser. Alors, pour cette troisième œuvre, Quand vous serez bien vieille de Pierre de Ronsard, nous avons encore affaire à un poème. Alors, que raconte le texte? Sois précis. Donc ici, quand on lit le texte, quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, d'évident et filant, dirait, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, etc., etc. Alors, qu'est-ce que raconte Pierre de Ronsard? Alors, c'est assez étrange, puisqu'en réalité, ce poème, c'est une forme de stratégie plutôt étrange de Pierre de Ronsard pour pécho son crush qui s'appelle Hélène. Alors, vous allez me dire, mais what, madame, jamais j'ai compris ça. Mais en gros, on se rend compte que Pierre de Ronsard va faire ses avances pour une certaine Hélène. Je ne pense pas qu'elle est citée dans le poème, mais je vous le dis, c'est à Hélène qui s'adresse. En fait, je sais, c'est écrit juste là. Donc ce sont des sonnets faits pour Hélène. Et donc, dans ce texte, il va parler de l'avenir d'Hélène. Alors là, on peut se dire, waouh, mon avenir sera brillant. Non, non. Quand il parle de son avenir, ce que je veux dire, c'est qu'il lui dit, en gros, bah, Hélène, tu seras vieille et tu seras moche plus tard. Magnifique, vraiment un homme charmant, ce Pierre. Et donc, Ronsard, plutôt que de s'attarder sur la beauté actuelle d'Hélène, il va lui dire, bah, en gros, c'est logique, tu dois accepter mes avances, tant qu'il en est encore temps pour toi, puisque pour l'instant, tu es vraiment très belle, mais plus tard, dans quelques années, tu seras vraiment vieille et vraiment moche. Donc profites-en et accepte mes avances. Donc vraiment une magnifique façon de draguer. Voilà, pour certains d'entre vous, je vous recommande pas forcément ces techniques, hein. Ma foi, si vous les testez, n'hésitez pas à nous en donner des nouvelles. Mais donc ici, en gros, c'est ça que le texte raconte. Ce sont les avances de Pierre de Ronsard qui vont se focaliser sur l'avenir d'Hélène. En gros, tu seras vieille et moche, et donc tu dois accepter mes avances, accepter d'être avec moi, sinon tu vas le regretter. Magnifique, vraiment, c'est charmant. Alors, ça, c'est pour ce que raconte le poème. Question numéro 2. Analyse la structure et la métrique du texte. Que peux-tu en dire? Et donc là, ici, vous êtes des experts, donc je suppose que c'est une formalité pour vous. Mais ici, il s'agit bien d'un sonnet, encore une fois. Donc on a bien deux quatrains et puis deux tercets. Et ici, c'est un sonnet, pardon, composé d'alexandrins. Donc alexandrins, 12 vers. Vous pouvez vérifier, on a bien 12 vers partout. Et donc, ici, on a bien un sonnet de 12 vers, oui, d'alexandrin, pardon. Et en plus, ce sonnet, il se finit bel et bien par une chute, puisque la dernière phrase, pardon, est Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oh mon Dieu, que c'est poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va en parler dans la question numéro 3. À quelle maxime Ronsard fait-il allusion lorsqu'il écrit ces mots? Eh bien, dans le sens ancien du terme, on pourrait dire qu'il fait référence à la maxime Carpe diem. Qu'est-ce que Carpe diem? Outre un magnifique tatouage, ou du moins une mode de tatouage qui se trouvait dans le bas du dos des femmes dans les années 2000, Carpe diem est une maxime qui signifie, en gros, à l'heure actuelle, pour parler jeune, One life, voilà, c'est ça l'idée. Ça veut dire YOLO, one life. Donc on ne vit qu'une fois, il faut en profiter tant qu'il en est encore temps. C'est ça que veut dire carpe diem. Et donc cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, en gros, ça veut dire profiter de la vie tant qu'il en est encore temps. Et pourquoi il fait référence à une rose? Eh bien, cette référence, elle est toute bien choisie, puisque la rose est une fleur qui fane assez vite. Et donc ici, tout comme la vie, la rose fane assez vite, ben, la vie c'est pareil, le temps passe vite et donc il faut en profiter. C'est ça qu'il voulait dire pardon, par ça. Et donc, question numéro 4, à ton avis, pourquoi l'auteur pardon, a-t-il décidé de faire une telle référence?
Eh bien, il fait référence à une morale plutôt épicurienne. Donc, épicurienne, accent grave, aigu, pardon, waouh, prof de français en herbe. Donc, épicurienne, Epicure-I-E-2-N-E, qui signifie profiter de la vie. Donc, si on vous dit tu es un véritable petit épicurien, c'est que tu profites bien de la vie. Et donc, une morale épicurienne, ça fait référence à Épicure, un philosophe qui prônait cette mentalité-là de profiter de la vie. Et donc, lui, il va faire référence à cette morale épicurienne pour pousser Hélène à accepter ses avances. Il va lui dire en gros, bah, allez Hélène, profitons de la vie, finalement, la vie est courte, après on sera vieux et moche ou on sera mort. Donc, vraiment, accepte mes avances avant qu'il ne soit trop tard. Bon, dans le sens moderne du terme, on pourrait presque dire que c'est du chantage. Mais voilà pour la technique, pardon, la stratégie de Pierre de Ronsard pour pécho. Et donc ici, pour les élèves qui n'auraient pas mes feuilles, je vous invite à consulter cette petite BD qui résume de manière bien évidemment humoristique, euh, écrire un poème comme Pierre de Ronsard. Oh, mignonne, regarde comme cette rose est magnifique, tu vois, là elle est belle, mais le temps va passer. Elle va devenir toute moche, flétrie, dégueulasse, comme toi en fait. C'est triste le temps qui passe, hein, c'est triste, t'es triste. Du coup, on peut sortir ensemble si tu veux, pendant que t'es encore fraîche. Magnifique, je trouve que c'est très bien illustré. Et finalement, c'était le but de Pierre de Ronsard, de pécho. Donc maintenant, j'invite donc davantage mes élèves de 5F. Coucou les 5F, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous ne stressez pas trop pour vos examens oraux. Je compte sur vous pour m'éblouir. Et donc, mes 5F, les autres, s'ils veulent rester, ils peuvent, je vais y arriver. Oh là là. À la page suivante, vous avez un encart pour compléter une genre de petite synthèse sur les différents traits de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance. Donc ici, pour synthétiser, dans cet encadré, on a 4 points essentiels qui nous montrent qu'il y a une différence entre le Moyen Âge et la Renaissance. Et donc, d'ailleurs, je précise avant de m'engager dans cette correction, dans cette petite synthèse, que les autres élèves des autres classes peuvent bien évidemment prendre note de cette petite synthèse si ça peut les aider à s'y retrouver. Mais donc, premier élément, le premier marqueur de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est la recherche du plaisir et du bonheur sur Terre, y compris en commettant des péchés capitaux. Et donc, pour ce trait, je vais davantage me baser sur l'exemple que vous avez eu avec Louise Labbé. En effet, ici, les humanistes, donc les humanistes, c'est ceux qui participent au courant de l'humanisme qui se produit pendant la Renaissance, ils vont chercher du plaisir et du bonheur sur Terre. Donc ça change bien évidemment du Moyen Âge, puisqu'au Moyen Âge, on ne pouvait pas jouir du bonheur sur Terre, puisqu'on allait seulement en profiter au paradis. Et non seulement les hommes peuvent rechercher le plaisir et le bonheur sur Terre, mais c'est y compris en commettant des péchés capitaux, et notamment en rapport avec le poème de Louise Labbé, en commettant le péché capital de la luxure, par exemple. Et donc ici, c'est très bien qu'il y a une distance qui est prise avec l'Église, et donc ça se remarque dans ce premier trait. Deuxième trait, deuxième marqueur de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est la mise en avant de l'homme. Alors, humanisme, le courant de l'humanisme, sans grande surprise, c'est mettre l'homme en avant. Donc ici, le but, ça va être de mettre en avant l'homme, de mettre en avant ses qualités plutôt que ses défauts. Et donc, l'homme va être vu comme une créature incroyable, magnifique. Euh, et donc, c'est ça qui va être mis en avant dans les œuvres humanistes. Troisième marqueur de rupture qu'on a entre le Moyen Âge et la Renaissance, ce sont les références à l'Antiquité. Donc ça, en effet, vous pouvez vous baser sur l'œuvre de la naissance de Vénus de Botticelli, puisqu'on remarque qu'on va reprendre des thèmes qui étaient employés à l'Antiquité.
Et donc ces thèmes, c'est notamment la mythologie grecque, qui était un thème de prédilection pendant l'Antiquité, qui a été abandonné au Moyen Âge au profit de la religion, et qui ensuite va être pris, le thème de la mythologie, pendant la Renaissance, puisque les humanistes de la Renaissance vont s'intéresser à ce qui se faisait pendant l'Antiquité. Donc vraiment, on a tout le temps des références à l'Antiquité. Quatrième élément de marqueur de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est la curiosité, la soif de connaissance hors des préceptes de l'Église. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en somme, les hommes de l'époque vont être très curieux, ils vont vouloir découvrir plein de choses, et ce, en dehors des règles de l'Église. Donc, on va avoir plein de petits scientifiques en herbe qui vont vouloir tester, approuver des théories, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, de nombreuses découvertes vont être faites à ce moment-là, puisque les gens vont devenir beaucoup plus curieux et sortir des sentiers battus. Les sentiers battus étant les règles de l'Église. Et donc, notamment, il faut savoir qu'au Moyen Âge, les enseignants étaient souvent des moines, des curés, etc. Et donc, on se rendait compte que l'éducation et l'enseignement étaient aux mains des gens de l'Église. Ici, il y a cette distance qui va être prise, et on va sortir de juste cette structure de l'Église qui avait un petit peu la main mise sur l'enseignement. Et donc là, ici, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire de nouvelles découvertes. Rassurez-vous, maintenant, vos enseignants ne sont plus forcément des moines ou des curés. C'est même plutôt rare. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc voilà pour la petite synthèse qui reprend un peu les différents marqueurs de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance. Donc on peut le remarquer avec Louise Labbé, qu'en effet on va chercher le plaisir sur terre, on va chercher à être heureux, à avoir du bonheur sur la terre, même en commettant des péchés capitaux, et notamment la luxure ici. On va aussi avoir une mise en avant de l'homme, qui n'est pas représentée dans les œuvres qui sont dans votre cours, mais il faut savoir que l'homme va voilà, briller, on va mettre en avant ses qualités. Troisième élément, on fait référence à l'Antiquité, et donc notamment à la mythologie grecque, qui était un thème fort présent pendant l'Antiquité. Et enfin, la curiosité, la soif de connaissance hors des préceptes de l'Église, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des découvertes scientifiques en dehors, on va devenir curieux, on va s'interroger, on va se poser des questions, et on va plus gober bêtement ce qu'on nous dit. Voilà pour ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser à moi ou à vos professeurs respectifs. Et voilà, je vous dis bonne chance pour la suite de ce cours, et bonne chance pour le contexte historique et l'introduction à la classe puzzle avec un texte de Montaigne, où Madame Diffording vous fera une très belle lecture. J'en suis sûre que vous allez apprécier. Merci beaucoup.